Une collection pour l'histoire, celle de la famille royale de France des Orléans, héritière du trône en cas de retour de la royauté. Dans l'Hexagone, dessins, œuvres, portraits et souvenirs historiques ont été rassemblés dans une des galeries Sotheby's à Paris, de quoi ravir les nostalgiques de la monarchie française. Un sujet préparé par Andrea Benisti. Il était une fois un livre de contes du château d'Amboise datant de sa construction au XVe siècle. Cet objet, classé trésor national, fait partie du patrimoine de la famille de France, les descendants de Louis XIII. Mis aux enchères avec le portrait du monarque, fondateur de la dynastie, et celui de la duchesse d'Orléans, ils font partie des rares objets de la collection interdits de sortie du territoire, de véritables fragments d'une histoire familiale. Ce sont des pièces qui se trouvaient dans les différentes résidences royales. Quand le roi Louis-Philippe part en exil, il part en 1848, comme vous savez, les objets d'art vont faire l'objet d'un accord avec l'État français, partent vers 1851 à Londres, et puis ils suivront la famille d'Orléans dans ses différentes résidences, l'Angleterre, le Royaume-Uni d'abord, la Belgique et enfin le Portugal. Les objets rentrent en France en 1950. Quelques 232 œuvres et meubles d'exception, parfois vieux de 5 siècles, qui ont fait longtemps l'objet de convoitises intrafamiliales. Et pour cause, le comte Henri de Paris choisit d'offrir la collection à la Fondation Saint-Louis, une action censée déshériter ses enfants avec qui il est en conflit jusqu'à son décès. Une longue procédure judiciaire s'ouvre alors pour récupérer la collection dans les années 1920. La justice française décide ensuite de restituer les biens aux héritiers. Quand on parle de patrimoine national, c'est avant tout d'un patrimoine privé d'une famille royale qu'il s'agit. Il faut bien faire attention au choix des mots. Mais impossible de partager les biens équitablement lorsque certaines pièces peuvent remonter à Henri IV. Seule solution à ce dilemme, mettre aux enchères la collection estimée entre 3 et 4 millions d'euros. Et cet engouement autour de ces œuvres ayant appartenu à la famille royale de France confirme l'attachement des Français pour leur histoire et leur monarchie. Oui, Jonathan. Valérie, en ces temps où les élites sont tensées, voire discréditées, où le monarque républicain vient de renoncer à rester 50 plus sur son trône, une grande première d'ailleurs dans l'histoire de la Ve République, la monarchie au sens noble du terme, elle a le vent en poupe. D'après un sondage paru récemment, près d'un Français sur 4 estime que cela aurait des conséquences positives pour le pays. Ils sont 39% à penser qu'une monarchie viendrait assurer une meilleure unité nationale, 37% une stabilité politique. Ils étaient seulement 23% à penser la même chose en 2007. Enfin, pour 31% des Français, remplacer le président par un monarque donnerait une meilleure image à la France. Ils étaient seulement 24% en 2007. Et ce sondage qui montre par ailleurs un important clivage en fonction de la proximité politique des personnes interrogées. Oui, le clivage est très net entre les sympathisants de droite ou de gauche. Entre 50 et 55% des électeurs de droite ou du Front National estiment qu'un roi à la tête du royaume, c'est normal, aurait des conséquences donc bénéfiques pour le pays. Ne sont que 20% des sympathisants de gauche à penser donc la même chose. Maintenant, il faut savoir que le changement de régime n'est pas pour maintenant, Valérie. Ils sont 17% à vouloir qu'un roi revienne sur le trône de France et à remplacer le président de la République. Parmi ces 17%, on retrouve la majorité électeurs du FN, du Front National, 37%. 22% des sympathisants des Républicains de la droite traditionnelle et seulement 4% des votants à gauche. Mais alors, quel serait le candidat favori pour l'enfiler, Jonathan, ce costume de roi? Alors, bien sûr, sans prendre parti pour quiconque des candidats et en m'en fondant aussi sur les témoignages des sympathisants royalistes interrogés en France, eux pensent qu'Emmanuel Macron incarnerait le mieux leur position, car pense-t-il, le roi n'est ni de droite ni de gauche et surtout le roi se place au-dessus de la mêlée et c'est justement la posture adoptée depuis le début de cette campagne par l'ancien ministre des Finances français. D'ailleurs, à l'intérieur de son mouvement En Marche, diverses personnalités connues notamment dans le monde des médias sont sympathisants royaliste et on se souvient qu'au mois de mai dernier, Emmanuel Macron avait rendu hommage à Jeanne d'Arc qui figure d'ailleurs de l'histoire de France, qui avait su, selon ses termes, rassembler la France en son temps. Il s'était rendu pour cela à Orléans, la ville qui pourrait devenir la capitale de l'Hexagone en cas de retour de la monarchie en France. De là à penser qu'Emmanuel Macron est sympathisant monarchiste, il n'y a qu'un pas. Bon, un petit rond en herbe, hein, peut-être. Direction maintenant le Nigeria. Dans ce pays gangréné par le terrorisme et profondément divisé entre chrétiens et musulmans, la population peut toujours s'en remettre
aux vieilles croyances et autres traditions, des traditions préservées par un certain Enita Ogunwusi. Et figurez-vous que ce riche homme d'affaires de 41 ans a été sacré roi des Yorubas, l'un des 3 grands peuples du Nigeria. Son accession au trône a réuni près d'une centaine de milliers de personnes. On regarde. Un chef traditionnel musulman, des guerriers, des danseuses, une loge maçonnique. C'est une foule éclectique qui assiste à Benin City, dans le sud du Nigeria, au couronnement du 40e roi du Bénin. Quelques 100 000 personnes sont venues de l'un des plus anciens et des plus prestigieux royaumes africains, qui a donné son nom au pays voisin du Nigeria. It's a long-awaited event. C'est un événement très attendu. Nous sommes très optimistes sur le fait que le nouveau roi va améliorer la culture et la tradition de notre peuple. Ewaré II, tout paré de rouge, vient s'inscrire dans une dynastie qui règne sur le sud du Nigeria depuis le XIIe siècle. Il est l'un des 4 grands chefs traditionnels du pays, dont le titre est théoriquement honorifique, mais dont l'influence sur des millions de Nigérians reste telle qu'ils sont très courtisés par les politiciens. Nous sommes contents de voir notre nouveau roi. Tout le monde devrait venir ici, c'est exceptionnel, ça n'arrive qu'une fois. Nous sommes tous ses sujets, nous sommes responsables et redevables envers lui et nous devons le soutenir et l'encourager parce que c'est la seule chose à faire. Signe de l'importance du roi du Bénin, le vice-président du Nigeria ainsi que l'homme le plus riche d'Afrique sont au premier rang pour son couronnement. Diplômé des plus grandes écoles britanniques et américaines, ancien ambassadeur pour le Nigeria, celui que la croyance locale présente comme un homme choisi par les dieux est bien décidé à redonner du souffle à son royaume et à aider son économie. On attend la gloire, une longue vie, la prospérité, le développement et le succès. Le Nigeria, qui compte 170 millions d'habitants, est profondément divisé par un nord musulman et un sud chrétien. Mais le temps d'un couronnement, tout le monde semblait vivre en paix sous la bénédiction du roi du Bénin. Et en Thaïlande, une histoire de succession au trône. Il s'agit du roi Ramadis, sacré il y a quelques jours. Il a décidé de reprendre les rênes de la Thaïlande après la mort de son père, le roi Bhumibol, qui a régné pendant 70 ans. Andrea Benisti, bonjour. Dans quel contexte intervient cette succession ? Alors pour comprendre cette succession, il faut revenir au règne du roi Bhumibol, qui a eu un règne qui était l'un des plus longs de la dynastie des Chakri, qui a été fondée au XVIIIe siècle. Pendant son règne, on considère le monarque comme un demi-dieu. Il intervient à plusieurs reprises dans des tentatives de coup d'État. Il les a tous résolus de manière pacifique, en forçant même les opposants à faire des excuses publiques au peuple. Donc le roi Bhumibol, c'est la sagesse patriarcale, c'est un des piliers de la société thaïlandaise. Et voici avec quoi son fils et nouveau roi Ramadis doit composer maintenant. Alors, comment est-ce qu'il est vu par le peuple ? Est-ce qu'il est vu de la même façon que son père ? Et surtout, comment le pays l'a accueilli, ce nouveau roi ? L'accueil est mitigé. Il faut dire que le fils ne jouit pas de la même image que son père, qui est décédé d'ailleurs le 13 octobre dernier. Donc, baptisé Ramadis, le prince est devenu roi il y a quelques jours à peine, après avoir demandé un délai avant d'accéder au trône. Une demande peu conventionnelle de la part d'un souverain, sachant que la tradition veut que le souverain accède directement au trône. Donc, le peuple thaïlandais l'a accueilli avec surprise. Il faut dire qu'il est difficile de devenir roi après un souverain qui a été autant adulé par le peuple et une population qui est peut-être moins conquise par l'image du fils. Oui, et d'ailleurs la famille royale qui joue de lois très strictes, de lèse-majesté, qui protège l'image quand même du roi. Oui, ce sont les lois certainement les plus strictes en matière de protection royale. Il faut dire que malgré toutes ces lois, les écarts transparaissent pour le nouveau roi. Ramadis vit la plupart du temps à Munich, en Allemagne, donc il est loin de son peuple. Ah oui, on peut gouverner à distance. On peut gouverner à distance et pire que ça, il a une image d'homme un peu sulfureux qui multiplie les conquêtes et il est déjà apparu sur certains clichés, tatouages apparents sur le dos, jean taille basse, enfin l'accoutrement qui ne va pas du tout avec celle de son père qui était plutôt l'image de la sagesse et de la parcimonie. Alors qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce règne-là ? Pour l'instant, il est impossible de vraiment savoir à quoi s'attendre de la part du monarque Ramadis. Il arrive dans un contexte
compliqué. Depuis 2014, le pays s'enlise dans des conflits, des crises, on va dire, sociales et politiques, avec au total 2 putschs et une répression militaire qui a été sanglante puisqu'elle a fait des dizaines de morts. Autant dire que le roi Ramad X a du pain sur la planche pour redorer son image, mais aussi pour avoir un vrai pouvoir de chef d'État. Écoutez, en espérant qu'il y arrive, on va enfin en Birmanie où le nouveau pouvoir en place autorise les nostalgiques de la vieille monarchie à se rassembler en ville. Plus d'un siècle après l'exil du dernier roi, les descendants ont été récemment autorisés pour la première fois à organiser une cérémonie publique pour commémorer cet événement. Plus de détails tout de suite. Des centaines de bougies allumées au pied du palais de Mandalay. Le palais birman se drape de petites flammes pour commémorer l'exil du dernier roi de la dynastie Kongbung, chassé de l'ancienne capitale par les colons britanniques. C'est la dernière fois que les descendants du roi, aujourd'hui nonagénaire, sont autorisés à se remémorer les pages sombres de l'histoire de la royauté birmane avec son peuple. Cette cérémonie n'est pas seulement pour les membres de la famille royale. Tout le monde est le bienvenu, c'est comme une réunion de famille. 1885, le roi Tibau est sur le trône de Birmanie depuis 7 ans quand les troupes britanniques s'introduisent dans Mandalay. Après une parade du roi et de sa femme enceinte qui va marquer le peuple birman, le couple est envoyé en exil et leurs descendants doivent vivre dans l'ombre. Pour éviter que le palais abandonné par la famille royale se mue en lieu de pèlerinage, il est interdit aux visiteurs jusqu'en 1948. Nous avons perdu notre indépendance, pas seulement l'indépendance, mais aussi l'identité de tout le pays nous a été enlevée ce jour-là. Si le règne du roi a été bref, sa trace n'a pas disparu dans le cœur de son peuple qui multiplie les signes d'honneur à ses descendants. Un pays qui peu à peu pense ses plaies et renoue avec un passé militaire douloureux.